Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 17 mars et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter actualité tech. Je suis Marion et tout de suite, c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va dans la chatroom pour ceux qui nous ont rejoints ce matin, ce mardi matin? Salut Playfulness, salut Jean Fay, salut Vidal Daïd, salut Ours des Cieux, salut Samuel, salut Marco, salut Laetitia, salut Papy, salut Sicarius, salut Escalerner, salut Buff des Malax, salut Quentin, salut Kelboom, salut Léo, un grand merci pour ton abonnement. Salut Pierre Roots, salut Olek, salut Petit Tabouret du 56. On est au 56 aussi. Salut Poppy. Salut Orox, salut The Big Man et un grand merci pour ton soutien également ce matin. Salut, c'est toujours trop noir. Et salut BHR, salut. Punaise, Groll, 71e mois d'abonnement. Le dinosaure. Un grand merci également à North Korik pour son soutien ce matin. Merci à toi, bonjour, bienvenue. Salut Malmog, salut Mpor90, salut Kikou-san, salut North Korig. Bon, que du beau monde ce matin, que du beau monde. Je suis ravie de vous retrouver pour discuter actualité tech. Et si on a le temps, et si certains ont craqué la semaine dernière du coup pour Pocopia sur Switch 2, on pourra passer... Ah ben voilà, Samuel, pas cool Marion de m'avoir fait craquer pour Pokémon, mais il est super bien. Je suis à fond dessus, donc on pourra en discuter. On pourra en discuter. Ah, Grolbossi a craqué, trop bien. Trop bien. Eh ben écoutez, on en discutera en fin d'émission. Je suis curieuse de voir ce que vous avez découvert, ce que vous aimez le plus, ce que vous aimez le moins aussi, parce qu'il faut en parler. Je suis très curieuse, mais moi je suis vraiment addict là pour l'instant. Donc voilà. Mais avant de se lancer sur Pocopia, on va quand même traiter de l'actualité tech. Il y a des choses qui se passent en ce moment et notamment, on va parler de la Suisse avec Infomaniac, qui annonce des investissements faramineux justement dans l'IA et dans le cloud. Et donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des géants qui se montent autres qu'aux États-Unis. Et puis on parlera aussi de ce qui se passe en Europe et notamment sur ce qu'on appelle le chat control. En gros, c'est une... des directives qui donnent des indications aux messageries, aux services de messagerie et aux réseaux sociaux sur la possibilité ou pas de scanner les messages pour justement lutter contre la pédopornographie. Et lutter justement et identifier les pédocriminels. Alors, on peut se dire que, sous couvert de pédocriminalité et de lutte contre la pédocriminalité, tout devrait être possible. C'est justement là où il faut être vigilant sur les libertés de chacun, et justement, il y a des textes qui passent. Donc, on reviendra un petit peu sur où est-ce qu'on en est, pourquoi on en parle, tout simplement parce qu'en fait, les eurodéputés ont voté justement contre la mesure chat control, et tout ça dans l'esprit de protéger la vie privée des utilisateurs, mais c'est pas encore complètement gagné. Donc on essaiera d'y voir un peu plus clair ensemble tout à l'heure. Et puis on continuera justement sur cette notion de vie privée et de scan de messagerie en parlant cette fois-ci d'Instagram. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Instagram ? Vous savez que il y a des DM, des messages privés. Vous pouvez discuter en message privé sur Instagram. Et en fait, vous pouviez, jusqu'à récemment, les passer en chiffré de bout en bout. Ce qui permet et qui garantit, du coup, qu'aucun des messages peuvent justement être scannés, lus, etc., même par le service qui opère le service de messagerie. Et là, ça y est, Instagram a décidé de fermer les vannes, c'est fini. Le chiffrement de bout en bout va être
arrêté. Donc on reviendra, on essaiera de comprendre la décision, on vous communiquera évidemment la date à laquelle c'est prévu d'être arrêté, pour vous donner un petit peu de temps de vous retourner un peu. Et puis, on parlera plus largement de Meta, puisqu'Instagram fait partie du groupe Meta. Meta, c'est Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Finalement, Meta, ils essayent aussi de réduire la voile, on va dire ça. Puisqu'en fait, ils ont prévu, en tout cas c'est une rumeur encore à l'heure actuelle, ils prépareraient un nouveau plan social d'ampleur, puisqu'en fait ils envisageraient de supprimer 20% des effectifs. Donc ça représente quand même 15 800 postes pour compenser les investissements colossaux en IA. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, parce que Meta n'est pas la seule société à investir massivement dans l'IA. Et c'est vrai qu'on a été prompt à célébrer la rapidité de retournement stratégique de plusieurs boîtes qui ont investi massivement dans l'IA, donc Meta, Amazon, ChatGPT, OpenAI, Anthropic, Google, etc. Et puis on a été très prompt aussi à rire d'Apple, qui avait l'air d'avoir du retard au démarrage. On a été prompt, oui, tout à fait. Technique savoir, je n'ai même pas fait le jeu de mots en le réalisant. Voilà, on a beaucoup rigolé d'Apple qui, eux, avaient un peu du retard au démarrage. Mais finalement, il y a des conséquences aussi à des investissements massifs. Et on n'est pas encore certain que l'IA va être si différenciant que ça. Donc c'est assez intéressant de voir des premiers signes du côté de Meta, mais également d'Amazon, parce que c'est pas les seuls Meta à réduire la voilure. Donc voilà, ça peut poser des questions. Donc on en discutera tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi de Google. Google, on va parler d'IA, oui, mais on va pas parler forcément de Gemini spécifiquement, mais plutôt l'intégration de l'IA dans Google Maps. Donc voilà, Google Maps se modernise, devient vraiment... il était déjà très intéressant, mais... Voilà, quand on se dit c'est quoi un usage appliqué et utile de l'IA dans un service, et bien là, on peut se poser la question, est-ce que propose Google est super intéressant ou pas tellement? On verra, vous me donnerez votre avis tout à l'heure. Mais en tout cas, là, c'est vraiment l'arrivée en grande pompe de l'IA, et notamment conversationnelle, directement dans Google Maps. Et puis on terminera avec la dernière news tech du jour, et c'est le titre de l'émission, donc je vais vous faire patienter toute l'émission avant d'en parler. C'est évidemment encore une annonce Apple. Ça fait 3 semaines qu'on en parle, mais en même temps ils n'arrêtent pas de sortir des trucs. Apple qui vient de présenter les AirPods Max 2, la nouvelle version de leur casque audio. Alors est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Vous me le direz dans la chatroom, mais en tout cas on en parlera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de ce matin. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec la première news, et on démarre directement en Suisse. Qu'est-ce qui se passe ici? On est dans un contexte où les débats autour de la souveraineté numérique s'intensifient. Rien de révolutionnaire ici, on le sait, ça fait plusieurs mois, si ce n'est des années qu'on en parle, et ça s'intensifie évidemment en Europe. Et du coup, très logiquement, ça favorise un terreau ici pour voir émerger des acteurs européens qui voudraient du coup contribuer à proposer des alternatives souveraines aux géants américains. Et c'est notamment le cas d'Infomaniac ici, qui est évidemment, on le connaît pour être un fournisseur de services cloud qui revendique une approche éthique et indépendante. Et justement, déjà, Infomaniac avait une croissance soutenue sur plusieurs marchés européens. Et donc, du coup, l'entreprise ici voit plutôt une opportunité pour une nouvelle phase de développement. Et donc, on a eu carrément un communiqué officiel qui a été publié, où on apprend en fait que Infomaniac prévoit d'investir environ 200 millions de francs suisses, soit environ près de 185 millions d'euros, au cours des prochaines années. Alors, à quoi vont servir ces financements? A priori, ils vont permettre d'accélérer le développement de ces infrastructures
et de ses services. Mais alors plus spécifiquement, il y a 3 axes ici à ce plan. Le premier, ça serait le renforcement des centres de données. Ils sont situés en Suisse à l'heure actuelle pour augmenter justement les capacités d'hébergement. Ensuite, on a l'entreprise qui veut également développer ses solutions d'IA, notamment autour de son IA Euria. Et enfin, en troisième volet de ce plan, ça serait des investissements qui vont accompagner un effort de recrutement dans les métiers de l'ingénierie et de la recherche et du développement. Donc voilà un petit peu le plan en 3 axes. C'est une stratégie qui vise a priori, comme on le disait, à répondre à une demande croissante pour des solutions cloud dites souveraines, hébergées et opérées en Europe, et du coup qui confirment qui garantissent une indépendance évidemment aux plateformes américaines que l'on connaît, AWS et Google Cloud. Donc voilà, ça c'est vraiment le plan, et je pense qu'Infomaniac, en effet, il n'y a pas de meilleur moment que le climat géopolitique actuel pour pouvoir mettre en place ce type de plan. Donc moi, je pense que c'est vraiment très très bien. En tout cas, c'est aussi porté par des chiffres de croissance très très encourageants. En 2025, Infomaniac a réalisé un chiffre d'affaires de 56 millions de francs suisses, et ça note en fait une progression de plus de 50% sur 3 ans. Donc très très belle croissance quand même ici. L'expansion d'ailleurs est vraiment marquée en Allemagne avec une croissance de plus 69% et en Italie aussi de plus de 59%. C'est un peu plus léger en termes de croissance en France et en Belgique, mais on enregistre quand même une hausse de 19%. Et pour accompagner justement ce changement d'échelle, l'entreprise a décidé de faire évoluer sa gouvernance. Et donc du coup, on voit des nouvelles personnalités qui arrivent à son conseil d'administration pour être justement accompagnées lors de cette nouvelle phase de croissance. Alors en nouvelle personnalité, on voit arriver Paul Such, ou Paul Such, je ne sais pas comment prononcer le nom. Donc ça, il est une figure reconnue de la cybersécurité en Suisse, et il apporte ici plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. Il a fondé notamment la société SCRT, qui est devenue Orange Cyberdéfense Suisse, et il dirige aujourd'hui Swiss Post Cybersecurity. Donc voilà, là on est quand même au niveau de l'ADN et de la sécurité, on est plutôt bien calé. De l'autre côté, il y a également Patricia Solioz-Matisse qui rejoint également le conseil en tant que vice-présidente. Alors elle est ancienne directrice générale des transports publics de la région lausannoise, et elle a piloté un réseau transportant plus de 130 millions de voyageurs par an et une organisation de près de 2000 collaborateurs. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre les transports publics et le cloud ou l'hébergement ? Tout simplement, là, elle va plutôt mettre à profit son expérience de la gestion d'infrastructures publiques complexes qui va permettre donc de contribuer à structurer la croissance de l'entreprise. Parce que ça, c'est un des risques et des enjeux principaux quand on accélère en termes de croissance, c'est avoir des personnes qui permettent de mettre en place ce qu'il faut pour aborder cette croissance de la meilleure manière possible. Il ne s'agit pas de juste recruter et hop, claquer des doigts. Il faut revoir un petit peu toute la structure de l'entreprise, les process, l'accompagnement des équipes, etc. Et ça, c'est un gros boulot. Donc, c'est assez logique qu'ils prennent une pointure comme cette personne-là pour les accompagner dans la croissance. Et ça montre une vraie maturité des problématiques, des compréhensions de la compréhension des problématiques qu'ils vont devoir aborder dans les mois, années à venir. Donc je vois ça plutôt de manière très très positive. En tout cas, clairement, dans un secteur dominé par de grands groupes internationaux, on a Infomaniac qui a la particularité aussi de voir l'ensemble de son capital détenu par environ 10% de ses collaborateurs. Ça, je trouve ça très très chouette aussi, de voir un petit peu qu'il y a vraiment une fidélité et un intéressement pour les équipes qui sont directement chez Infomaniac à contribuer à faire grossir, évoluer la boîte. Donc bravo sur ce modèle. Et très très intéressant de voir ce qui va se passer dans les mois, années à venir avec ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour Infomaniac et qui va peut-être aider à établir un géant
européens en termes d'hébergement et de cloud. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Madral, tu nous dis nouvelle avec un emoji qui pleure. Pourquoi? Parce que oui, Infomaniac, ça existe depuis très 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 longtemps, mais pas à une échelle comparable quand même que AWS et Google Cloud, non? N'hésite pas à me contredire, hein, je ne suis pas une experte du sujet. Je regarde un peu vos commentaires. Bon, bah écoute, hésite pas à étayer ton argument quand tu voudras. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même quelque chose à célébrer. Ça fait plaisir d'avoir des fleurons européens, voilà, qui sont qui investissent, etc. Donc, vraiment, je pense que certes, le climat est compliqué à l'heure actuelle et assez angoissant, mais c'est aussi là où il y a des opportunités qui peuvent se créer. Et je pense que c'est très très bien de voir des entreprises qui saisissent ça. Oui, oui, bah, et la Tix, tu confirmes ce que je pensais. En effet, je suis au courant qu'Infomaniac existe depuis très 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 longtemps. Mais il faut être un peu réaliste. Infomaniac était très loin d'être un acteur, comment dire, comparable à AWS ou Google Cloud. Et je ne tends pas à diminuer le Infomaniac, mais bon, il faut juste être pragmatique, quoi. Donc voilà, alors j'ai pas les chiffres là, mais je pense que voilà, ils sont faciles à trouver, quoi. Donc voilà. La culture d'entreprise en France n'est pas assez à impliquer les salariés. Oui, je suis assez d'accord, Techni Savoir, mais j'ai l'impression que ça commence à évoluer. Ça commence à évoluer. Donc voilà. On continue ce matin et on va rester en Europe cette fois-ci, mais vraiment au sein de l'Europe avec le Parlement européen ici. On va parler loi, projet de loi, etc. Puisque le Parlement européen a voté le 11 mars dernier pour encadrer strictement le scan des messages privés, que ce soit sur les services de messagerie ou les réseaux sociaux, jusqu'en août 2027. Alors, c'est une victoire, mais elle est partielle. En tout cas, c'est ce que nous dit justement Clubic ici dans leur article. Alors, qu'est-ce qui se passe On revient un petit peu en arrière. Depuis 2021, on a une dérogation provisoire à la directive qu'on appelle e-privacy. Elle est aussi surnommée Chat Control 1.0. En fait, cette directive, elle permet aux services de messagerie et aux réseaux sociaux de scanner les messages privés de façon volontaire, sans encadrement. Donc ça veut dire que images, vidéos, textes pouvaient être comparés à des bases de données de contenu pédocriminel connu. Aucune autorisation judiciaire n'était requise. Et c'est là le problème, ici. Le vote de la semaine dernière, ici, change les règles. Et c'est une bonne chose. Tout traitement de données doit désormais être ciblé, limité à des utilisateurs ou groupes identifiés et validé par une autorité judiciaire compétente. C'est-à-dire qu'on l'encadre pour qu'elle soit justifiée ici. Et les communications chiffrées de bout en bout sont explicitement exclues du dispositif, tout comme le scan des messages audio. Là, encore une fois, c'est une bonne chose, parce que le fait d'exclure les messages chiffrés de bout en bout veut dire qu'on ne va pas essayer de s'attaquer à la sécurité et essayer de créer des backdoors. On en a déjà parlé de nombreuses fois dans le mug. Du moment où on crée des backdoors, eh ben, c'est plus chiffré de bout en bout, c'est plus sécurisé. Et donc, c'est plus sécurisé à la fois, évidemment, pour les criminels, mais non plus pour vous et moi, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est bien, quand on parle de chiffrement de bout en bout, de respecter ce principe de chiffrement de bout en bout.
Et donc, ça signifie donc que les messageries, voilà, type WhatsApp, Signal, Telegram, eh ben, elles sont encore hors de portée de cette loi provisoire. Mais ce que l'on sait, c'est que récemment, TikTok confirmait ne pas vouloir appliquer le chiffrement sur sa messagerie. Et très certainement, peut-être pour pouvoir montrer patte blanche devant les autorités il y a des autorités qui soutiennent ce scan des messages. Parce qu'évidemment, il y a toujours cette tension entre le respect de la vie privée et des libertés de chacun et la lutte judiciaire finalement contre les criminels. Et c'est un juste équilibre à trouver. Il y a toujours ces forces qui tirent dans un sens, qui tirent dans l'autre. Et potentiellement, TikTok ici voulait aller dans le sens des autorités qui soutenaient le scan des messages. Voilà. Et donc à garder en tête, et d'ailleurs Instagram lui a emboîté le pas, parce qu'ils se sont inspirés justement de TikTok et viennent d'annoncer d'arrêter le chiffrement de bout en bout, et on va en parler juste après sur sa messagerie. Donc ça veut dire que TikTok, Instagram, les deux messageries ici, sont en mesure de consulter, de scanner, de transférer les messages privés échangés entre les utilisateurs respectifs. Donc attention, ça c'est important de le savoir. Et du coup, si on revient un petit peu sur cette méthode de scan de messages, est-ce qu'en vrai, puisque du coup depuis 2021 c'était autorisé et là ça vient d'être un petit peu restreint, est-ce qu'il y a eu des résultats concrets ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en novembre, la Commission européenne a publié justement une évaluation de ce dispositif de scanning. Alors, on pourrait se dire, chouette, on va apprendre et pouvoir prendre des décisions informées là-dessus. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, ce que dit Klubik, c'est que les experts de Netzpolitik, qui sont justement spécialisés dans les politiques numériques, ont relevé une lacune qui est majeure dans ce rapport, c'est qu'en fait, il ne fournit aucune donnée suffisante pour répondre très concrètement à la question « Est-ce que scanner des milliards de messages produit des résultats concrets ?» Donc c'est quand même un vrai problème, ça. Donc là, on est encore une fois dans des mesures qui sont définies, lancées, etc., mais qu'on n'a pas une méthode concrète et transparente pour évaluer l'efficacité d'un système de scan. Voilà. Et donc, le b.a.-ba. Le b.a.-ba, que quand tu définis quelque chose, tu vas mesurer l'impact concret sur le problème à résoudre. Mais non, ça serait trop simple. Donc voilà, donc ça c'est quand même dommage. Alors, si ça se trouve, ils ont les données, mais juste le rapport n'y donne pas accès. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Ou peut-être qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la manière de mesurer vraiment l'impact. Donc voilà. Mais Wendigo, c'était appliqué, puisque depuis 2021, c'était appliqué. Voilà. Donc, du côté du Conseil, la position reste a priori problématique. Le règlement permanent, officiellement appelé César, règlement sur les abus sexuels contre les enfants, est toujours en négociation entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Alors pour sa part, le Conseil maintient toujours le scan volontaire avec peu de protection, ferme pour le chiffrement, donc ça c'est problématique. Et c'est donc précisément ce que le vote de la semaine dernière cherche à éviter. Donc là, pour l'instant, jusqu'en 2027, voilà. En décembre, le commissaire européen aux affaires intérieures, Magnus Brunner, avait soutenu la ligne du Parlement. Et la ligne du Parlement, c'est plutôt la ligne sur le monitoring ciblé, ce qui pourrait peser du coup dans les discussions à venir, et on l'espère. En tout cas, du côté de la société civile, la pression reste forte. Plus de 50 organisations, des cryptographes, des informaticiens avaient signé une lettre ouverte avant le scrutin. Justement, le but, c'était que la loi provisoire permettait aux éditeurs de messagerie de signaler des milliards de messages privés à un centre basé aux États-Unis sans garantie suffisante. Donc même le texte provisoire n'était même pas suffisant. Donc c'est pour ça que finalement, le vote de la semaine dernière est un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il est mieux que le texte permanent, le règlement permanent qui est encore en discussion, mais
il n'est pas non plus parfait, quoi. Donc voilà, on n'est pas encore rendu, hein. On a quand même des espoirs, justement, avec Bengtus Brunner, la position qu'il a. On a également l'Autorité européenne de protection des données, le 16 février dernier, qui avait publié également un avis dans le même sens pour vraiment restreindre un petit peu. Et on a également plus de 400 scientifiques qui réclament également une pause sur les dispositions de vérification d'âge, faute de consensus sur leur faisabilité technique. Bref, j'espère encore une fois que les décideurs vont vraiment céder des experts sur le sujet pour pouvoir définir le meilleur règlement possible ici. Voilà. Alors, est-ce que ça va être rétroactif ? Non, je pense pas, non. On va en parler juste après, aucun. Mais non, là, d'un point de vue d'éthique, ça serait pas tenable en termes de position. Mais on va en parler. Donc voilà en tout cas pour ce qui s'est passé en termes de vote. Et donc du coup on enchaîne directement avec Instagram. En tout cas, voilà, mi-mars 2026, Meta a discrètement annoncé la fin du chiffrement de bout en bout sur sa messagerie privée. En fait, à savoir, c'est que le chiffrement de bout en bout va disparaître au 8 mai prochain. Donc vous avez encore un peu de temps, ce qui va vous permettre de vous retourner pour ceux qui avaient l'habitude de l'utiliser beaucoup. Alors, pas de communiqué, pas de prise de parole. C'est en fait tout simplement qu'il y a une mise à jour de sa page d'aide officielle que Meta a communiqué dans le week-end du 14 au 15 mars dernier, la suppression du chiffrement de bout en bout. Il avait été introduit en décembre 2023 et donc va être arrêté le 8 mai 2026. Donc ça aurait duré un peu moins de 3 ans. Et en effet, pourquoi ils l'ont annoncé via une mise à jour de la page d'aide ? Parce que tout simplement, le chiffrement de bout en bout n'est pas activé par défaut sur Instagram. Et donc du coup, on le sait, hein, les réglages par défaut sont ceux qui sont le plus répandus. Donc s'ils ne sont pas par défaut, ça veut dire que la majeure partie du grand public ne l'utilisait jamais. La force du par défaut est très très forte en expérience. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas fait un grand badaboum en termes de communication ici pour annoncer le changement. Mais quand même, je pense que c'est important pour vous de la sphère tech. Je pense que vous êtes plus sensible à cette thématique. Et donc potentiellement, peut-être que certains d'entre vous, pour chaque conversation, avaient fait attention d'activer le chiffrement de bout en bout. Moi, je ne l'avais jamais fait. Voilà. Mais c'est pour ça que je voulais en parler aussi ce matin. Et donc voilà, normalement, ce qui se passe, c'est que la fonctionnalité, elle est vraiment sur chaque conversation. Il faut passer sur chaque conversation pour changer les réglages et activer le chiffrement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Du coup, le fait de l'arrêt du chiffrement, ça permet à Meta, évidemment, de retrouver l'accès à ces conversations et donc, du coup, de pouvoir potentiellement aller dans le sens de ceux qui sont pour le scan volontaire, ce qui ne nous arrange pas, mais en tout cas qui va permettre de les analyser, de les transmettre notamment aux autorités judiciaires en cas de réquisition légale. Donc voilà. Ça peut aller un petit peu dans le sens, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs législations. On n'en a pas parlé, mais il y a également l'Online Safety Act au Royaume-Uni, où la proposition, donc chat control dont on vient de parler au sein de l'Union européenne, qui impose justement aux plateformes de détecter et de signaler certains contenus illicites, au premier rang, donc les abus sexuels sur mineurs. Et donc du coup, de pouvoir éviter ce chiffrement de bout en bout, ça va un peu dans le sens de ceux qui sont pour ce type de législation, quoi. Pour les utilisateurs qui sont attachés donc au niveau de confidentialité, vous avez toujours WhatsApp qui reste l'alternative ici dans l'écosystème Meta pour le chiffrement de bout en bout. Et là, il y est actif par défaut. Instagram indique aussi qu'il y aura des instructions qui vont apparaître prochainement dans les fils de conversation concernés pour guider ceux qui souhaitent exporter leur échange et médias. Donc en gros, pour les conversations où il y avait le chiffrement de bout en bout, il y aura une campagne d'information ici pour avertir les utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc c'est pour ça que je reviens sur la question qu'on me posait. Est-ce que la fin du chiffrement bout en bout va être rétroactive ? Est-ce que Meta aura accès aux échanges préalables ?
Non, c'est pas une position tenable légalement, éthiquement, il se ferait attaquer. Donc là, il y a toute une transition qu'ils doivent mettre en place, en effet, sur informer les utilisateurs pour pouvoir exporter leurs données. Et potentiellement, ils vont peut-être prévoir une expérience qui va du coup soit supprimer la conversation, et donc reset entre guillemets les conversations pour arrêter de maintenir des conversations chiffrées de bout en bout, ou tout simplement permettre d'exporter. Donc je pense que c'est ça qui va se passer. Pour ne pas avoir de la dette technique qui s'accumule à maintenir des conversations chiffrées de bout en bout, quoi. Voilà. Euh, Et donc, de toute façon, hop, je vais vous montrer ici. Ben, vous pouvez voir, pour ceux qui sont intéressés, pour exporter en tout cas vos informations, vous allez tout simplement dans votre compte Instagram et vous avez donc l'espace compte où vous allez pouvoir avoir un accès qui est exporter vos informations. Et donc là, ça vous permettra de récupérer le contenu de vos conversations au format que vous souhaitez, soit HTML, soit JSON. Donc là, très clairement, c'est pour les techos, hein. Voilà, voilà. Donc vous êtes informés, vous avez encore jusqu'au 8 mai pour vous préparer ici. Je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Ils auraient pu chiffrer par défaut avec opt-out, mais qu'est-ce qu'on peut bien attendre de Mark Zuckerberg? Oui, non mais c'est sûr, enfin, on peut critiquer chaque service de messagerie sur le choix qu'ils font de chiffrer de bout en bout ou pas. Une chose à ne pas oublier, c'est que la mise en place d'un chiffrement de bout en bout, eh ben, techniquement, c'est plus compliqué. Voilà, donc il y a un coût technique. Euh, il faut faire appel aussi à des... Enfin, on remarque au niveau des serveurs, non. Mais en tout cas, il y a un coût technique, quoi. C'est plus compliqué, faut pas l'oublier. Et donc, du coup, moi, je suis toujours très méfiante de dire, ah bah, pourquoi on fait pas le mieux, etc. Non, ce qui est intéressant, c'est de vraiment se questionner sur les usages, les besoins des utilisateurs. Et il y a toujours aussi les besoins du plus grand nombre à prioriser, quoi. Si on voit que bah, finalement, il y a peu de personnes qui l'utilisent, voilà. Et c'est vrai que comme de toute façon, par défaut, ça n'était pas activé, je suis pas étonnée du revirement ici du côté d'Instagram. Le coût, quand tu t'appelles Meta, ça va, il est amorti. Ben, Sicarius, non. Justement, il faut arrêter un petit peu cette idée que ah, ben parce qu'on est un géant de la tech, on peut amortir tous les coûts possibles. Non, justement, il y a un vrai enjeu pour rester compétitif, agile, etc., dans sa stratégie produit, tech, etc., de tuer des fonctionnalités qui ont plus besoin, qui ont pas raison d'être, quoi. Là on voit justement on va en parler, Meta qui arrête qui réduit énormément ses investissements dans le métaverse, Meta qui arrête l'investissement dans le chiffrement de bout en bout, qui va essayer de se séparer d'une grande partie de ses employés, etc. Parce que bah, voilà, l'enjeu, c'est l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'ils déterminent, eux, de leur côté. Donc non, toute société, pour être compétitive et continuer à croître, à se développer, etc., va devoir arbitrer sur ces choix-là. Donc il ne faut pas... enfin, une société qui est performante a toujours un enjeu de ne pas se reposer sur ses lauriers. En tout cas, dans ce secteur tech qui évolue très très vite, quoi. C'est assez pertinent ici.
J'entends que dans d'autres secteurs, c'est moins nécessaire, mais en tout cas, là, dans la tech, c'est là où on pousse l'innovation à son paroxysme, quoi. Oui, oui, Sicarius, on parle de protection des données, mais on parle d'Instagram, d'un réseau social euh, où l'ADN, c'est de partager en public. On peut même se questionner sur l'intérêt des DM en tant que tel, tu vois. Si on revient à l'ADN pur d'un réseau social, où tu y vas pour partager en public, tu peux te questionner. Alors en effet, je trouve que maintenant avec l'évolution, c'est pas aussi simple que ça, et je suis pas en train de défendre leurs décisions, mais tout simplement ce que je défends, c'est la rhétorique de ah mais ça va, ils sont gros, ils peuvent se le permettre, n'a pas lieu d'être. Il faut toujours avoir un rationnel business. euh, et le business est censé prendre en compte, bah, évidemment, business, expérience utilisateur, éthique, sécurité, etc., pour arbitrer les meilleures décisions possibles. Euh, donc non, le chiffre de... Non, justement, Fletcher, je suis désolée, hein, je suis têtue, hein, je ne veux pas vous lâcher là-dessus. Hein. Le chiffrement de bout en bout, ça ne coûte pas rien. Ça coûte, il y a un coût. Toute fonctionnalité a un coût. Et le toil d'accumuler des fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, euh, peu utilisées, plus pertinentes, etc., donne un coût technique et un coût d'expérience. Voilà. Regardez, je sais pas moi, Facebook, j'y vais tellement plus, tellement cette application m'insupporte. Il y a 36 000 trucs dans tous les sens. Moi j'y vais pas. Trop complexe, trop de choses, trop de fouillis, trop de... Voilà. Donc voilà. Après, en effet, Fletcher, il faut s'intéresser sur, par rapport au reste de l'infra, du code, etc. Ça peut être ridicule. Mais voilà, c'est à chaque petit niveau que chaque équipe aussi soit autonome sur ce genre de décision. Alors là, en effet, il y a évidemment une décision très politique derrière. Il ne faut pas se leurrer, hein. Je suis d'accord avec vous. Enfin bon, je vous propose justement de continuer sur Meta et je pense que ça va vous faire parler évidemment puisque Meta préparait un nouveau plan social d'ampleur. De quoi on parle ici? Eh ben en fait, le groupe envisagerait, donc à prendre avec des pincettes, c'est encore des rumeurs pour l'instant, le groupe envisagerait de supprimer jusqu'à 20% de ses effectifs, soit environ 15 800 postes, pour compenser justement ces investissements colossaux dans l'IA. Donc on a des informations qui ont été a priori obtenues par Reuters auprès de 3 sources proches du dossier. On a notamment des informations qui parlent donc de 20% des effectifs, 15 800 postes, et on a le porte-parole de Meta, Andy Stone, qui laisse entendre qu'aucune décision définitive n'a encore été arrêtée. Donc, il essaye un petit peu de temporiser sur les rumeurs qui fuitent ici. Mais bon, si ça venait à être vérifié, eh ben, en tout cas, ça serait une vague quand même assez d'ampleur. Puisque il s'agirait de la vague la plus importante de licenciements depuis celle qui s'est étalée entre novembre 2022 et début 2023. Donc quand même assez important. En quelques mois, Meta, à l'époque, s'était en effet séparé de 11 000 employés, soit 13% de ses effectifs à l'époque, dans l'espoir justement d'assainir un budget un peu marqué par des dépenses gargantuesques de la période Covid. Et c'était pas les seuls, hein. Beaucoup de boîtes avaient embauché à tout va à cette période-là et s'en était un peu mordu les doigts. Et donc là, la nouvelle salve de licenciement qui serait envisagée, je parle toujours au conditionnel, qui serait envisagée par Meta, devrait surtout permettre à l'entreprise de compenser les investissements réalisés dans le domaine de l'IA générative. En effet, Meta a notamment mis la main sur plusieurs initiatives qui ont fait grand bruit. Pour rappel, il y a Moldbook, l'étrange forum où les agents IA discutent entre eux. On a encore Manus, l'IA chinoise qui fait tout à la place de l'utilisateur. En parallèle, on a aussi Meta qui a injecté
injecté énormément d'argent dans des centres de données pour l'IA et dans le développement de ses propres modèles d'IA. Et donc du coup, sans surprise, tous ces investissements, ils bouleversent les besoins en ressources humaines chez Meta. Et de l'aveu même de Mark Zuckerberg, l'intelligence artificielle rebat les cartes du marché du travail. On a désormais des projets qui nécessitaient autrefois de grandes équipes qui peuvent désormais être menés à bien par une seule personne très talentueuse. Ça, c'est ce qu'estime Mark Zuckerberg. Et même son de cloche du côté d'Amazon, qui s'est séparé de 30 000 employés administratifs depuis le mois d'octobre. Alors, Jérôme vous en a parlé la semaine dernière. Ça se fait pas sans heurts et sans revirement en mode il faut quand même des ingénieurs pour vérifier que le code est bon. Mais bon, voilà, clairement, il y a ce mouvement-là. Et donc, Meta a progressivement réduit la voilure dans le domaine du métaverse, c'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, face au désamour qui a été affiché par les utilisateurs, quoi. Et donc, Meta a peu à peu réduit le budget. Il se murmure même que Meta aurait l'intention de réduire à nouveau les ressources réservées au développement du métaverse dans les mois à venir. Du coup, on prévoit des coupes budgétaires allant jusqu'à environ 30% qui seraient à l'étude a priori dans les couloirs de Menlo Park. Donc a priori, voilà, c'est pas complètement étonnant là cette rumeur qui dirait que on réduirait 20% des effectifs de Facebook. Et ce qui est intéressant parce que on a eu un peu cette espèce de frénésie, comme je vous disais lors du sommaire, un peu cette frénésie sur l'investissement à tout va. Des sociétés tech sur l'IA, mais il y a un vrai coût financier énorme. Alors certes, elles ont peut-être des capacités d'investissement importantes, mais il n'est pas sans fin non plus. Et donc du coup, on est encore on est encore très tôt dans le développement de ces IA, de ces centres de données, de ces agents conversationnels, de ces modèles, etc. Et on n'a pas encore une réponse claire à est-ce que ces modèles d'IA vont être une commodité dans le futur, et donc du coup on peut le comparer à un processeur, etc. Et donc du coup ça va être un service que toutes les sociétés auxquelles vont faire appel, ou est-ce que ça va vraiment être quelque chose de différenciant pour chaque boîte? Et donc ça vaut la peine de chacune investir massivement dessus. Et pour moi, c'est pas clair encore. On n'a pas encore statué. Quand on regarde OpenAI, Google, Anthropic, etc., ou Facebook, enfin Meta, il n'y en a aucune qui se démarque beaucoup. On est au coude à coude. Il n'y a pas quelque chose de très, très déterminant encore. Et donc ça pose la question. Et ça pose la question du coup du côté d'Apple en se disant mais est-ce que le fait qu'Apple n'ait pas sorti son propre modèle, est-ce que c'est du génie? En mode ils ont anticipé que c'est pas là où la différenciation se ferait, mais sur la couche d'expérience par-dessus. Et donc ils sont en train de nouer des partenariats avec différents providers finalement de modèles pour pouvoir être indépendants. Et on voit comme ça toute une vague de sociétés, de startups très early stage qui vont utiliser l'IA, les modèles, mais pas créer les modèles par eux-mêmes, et vont créer de la valeur par-dessus, sur la couche supérieure, comme le machine learning, etc. Ou est-ce que Apple s'est vraiment pris les pieds dans le tapis et donc n'avait pas de plan, ou ils n'ont pas été performants là-dessus, et donc du coup maintenant ils essayent de le tourner à leur avantage. Bref, on ne sait pas encore. Et je trouve ça intéressant parce que là on voit les répercussions de ces investissements massifs. C'est pas gratuit, c'est pas complètement donné. Donc voilà. On parle d'approche safe avec une petite pointe négative, tu vois, à l'encontre d'Apple, c'est ce que tu me dis, quel boom.
Mais est-ce que finalement cette approche safe serait la plus pertinente et tout? On n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Seul le futur nous le dira. Donc voilà. Voilà en tout cas pour Meta. On continue avec l'avant-dernière news ce matin et je voulais parler avec vous de Google et plus précisément de Google Maps. Et on va parler d'IA ici. Typiquement. Parce qu'on parlait justement de est-ce que la valeur c'est le modèle en lui-même ou est-ce que c'est la couche supérieure? Et bien là justement Google Maps montre un petit peu les applications potentielles qu'ils peuvent faire grâce au modèle de Google. Et là on a vraiment une nouvelle étape franchie dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans les services. Et ça moi je trouve que c'est le plus intéressant pour être honnête. L'entreprise vient d'annoncer l'arrivée de Gemini dans Google Maps avec deux nouvelles fonctionnalités. Alors l'objectif, c'est évidemment de transformer l'application de navigation en un assistant capable d'interpréter des demandes précises et de proposer des réponses personnalisées. Et ça, c'est la fonctionnalité, je retrouve le nom, Ask Maps. Et donc bien au-delà de la simple recherche d'un lieu, Ask Maps va permettre aux utilisateurs, donc demander à Maps, va permettre aux utilisateurs de poser des questions directement dans Google Maps et du coup pouvoir récupérer des résultats intéressants. Je vous rappelle que Google a le premier moteur de recherche avec Google Search et a le second moteur de recherche avec celui de YouTube. Est-ce que demain, ils auront le troisième avec Google Maps? Voilà. Donc, l'expertise de Google, c'est la search. Ils sont redoutables. Ils écrasent tout le monde en termes de search. Et donc, je trouve ça intéressant qu'encore une fois, ils reviennent à leur cœur ici de service, de savoir-faire, pour le rendre encore plus différenciant, performant, utile pour les utilisateurs. Donc très très intéressant ici. Et donc du coup, je peux vous montrer directement peut-être, est-ce que j'avais la petite... Ah, il me semblait que j'avais vu une vidéo. Attendez, j'essaie de vous la retrouver. Ah voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. Hop, l'iPad. Donc là, je vous montre un petit peu la vidéo. Et donc là, Ask Maps, hop, vous allez du coup pouvoir taper votre question, taper ou dire votre question. Et là, vous avez vraiment des exemples de questions. Et donc justement, c'est pour les demandes complexes. Mes amis arrivent et donc je cherche des spots assez sympas, enfin voilà, avec plusieurs critères. Et donc du coup, là, Google Maps va se reposer sur toute l'information des business, la description des commentaires, les photos, les notes, etc. pour pouvoir répondre aux demandes complexes des utilisateurs. Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont construit une véritable base de données sur les business, etc. Donc vraiment... Et on s'est tous retrouvés devant le cas de chercher un restaurant, mais avec des critères un peu spécifiques. Et donc, on passe du temps à chercher, à ensuite regarder dans les commentaires, etc. Et ça peut être assez fastidieux. Donc, c'est là où je trouve que le potentiel ici de Ask Maps est assez intéressant. Vraiment. Donc, à voir. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait dans la chatroom, ce Ask Maps? Je regarde un peu si je vous ai tout dit. Donc voilà, il s'appuie sur les données de plus de 300 millions de lieux répertoriés, quoi. Pardon. Et que les avis sur la communauté Google. Et donc oui, pour faire son itinéraire de voyage, ça peut aider tout à fait.
À fond, nous dit Rob Cré. Bof à voir, nous dit Jupac. Difficile à prononcer Ask Maps, mais c'est intéressant. Oui, bah en français, ça sera demande à map, quoi, je pense. J'aurais plutôt tendance à vérifier moi-même personnellement. Mais Wendigo, l'un n'empêche pas l'autre. Juste, au lieu de taper ta recherche euh, restaurant et ensuite scanner dans les résultats, dire ou taper restaurant avec tel critère, tel critère, tel critère, et ensuite tu as tes résultats, et là aussi tu peux regarder chacun des résultats. Oleg, ouais, c'est pas encore disponible, je vais y venir. Turbomang, je trouve ça intéressant, mais j'avoue que je préfère moi-même faire des petites recherches à la main. C'est intéressant parce que pour vous, poser la question, c'est pas faire une recherche. Alors que pour moi, c'est la même chose. C'est juste jusqu'où on peut être spécifique dans notre requête de recherche. Et si c'est performant ou pas. On a été éduqués pour chercher d'une certaine manière avec Google Search, Google Maps, etc. Et je pense que ça va tendre à évoluer parce que justement, les capacités de recherche sont beaucoup plus évoluées grâce à l'IA. Donc, à voir. C'est mon pronostic. En tout cas, cette fonctionnalité que je retrouve où c'est... Voilà, Ask Maps est en cours de déploiement aux États-Unis et en Inde sur iOS et Android. Alors Google prévoit évidemment de l'étendre prochainement à la version web de Google Maps, mais pour l'instant, pas de news sur le reste du monde. Ça viendra dans un second temps et on n'a pas d'infos. Moi, je suis un peu frustrée, mais je comprends. Ensuite, on a la seconde fonctionnalité dont je voulais parler ce matin, c'est la fonctionnalité d'Immersive Navigation, la navigation immersive. Elle est présentée comme la plus importante évolution de la navigation dans Google Maps depuis plus de 10 ans, rien que ça. Et en fait, c'est une nouvelle expérience qui propose une visualisation en 3D du parcours qui inclut les bâtiments, les ponts ou encore le relief du terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'était quand même assez plat finalement. Et surtout dans des contextes de navigation un peu complexes où il y a des bretelles qui se croisent en hauteur, etc., ça peut être assez confusant la navigation de Google. Et donc du coup, pour générer ces nouvelles informations, Gemini va s'appuyer notamment sur les images de Google Street View et les photos aériennes. Et donc du coup, l'IA va analyser ces données pour justement enrichir les cartes avec davantage de détails sur l'environnement réel, mais aussi pour mieux expliquer les alternatives d'itinéraire ou les compromis entre les différentes routes. Et donc du coup, Google Maps va pouvoir proposer un aperçu d'itinéraire afin d'aider justement les utilisateurs à anticiper certaines actions comme la recherche d'un parking, etc. Donc ça, c'est quand même assez cool, quoi. Donc voilà. Et donc là, je vous montre un petit peu une capture de l'immersive navigation. Hop. Et voilà un peu le plan à quoi ça ressemblerait. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, voilà, c'est la principale que j'ai. Donc ça vous donne un petit peu une idée, quoi. Bah exactement, ouais, très utile. Le nombre de fois où je galère en voiture, bah oui, moi je te rejoins, Turbomang. Et donc pour le déploiement, Immersive Navigation commence à être déployé aux États-Unis pour commencer. Et il devrait arriver progressivement sur d'autres appareils. On pense évidemment CarPlay, Android Auto, puisqu'évidemment, comme tu le dis, Turbomang, ce genre de navigation assistée est vraiment intéressante quand on est en voiture. Donc ça devrait arriver dans les prochains mois, pour le coup, dans les voitures. Mais d'abord aux États-Unis. Donc pas encore chez nous, il va falloir prendre son mal en patience, quoi.
Donc voilà, ouais, Wendigo, moi je fais pareil aussi. Les restos, j'utilise aussi pas mal. Moi, pour le coup, j'utilise pas mal Instagram aussi. Parce que je suis pas vraiment sur TikTok, mais plutôt sur Instagram. Mais ouais. Donc oui, la recherche, il y a plein de manières de le faire, quoi. Alors, je pense qu'ils vont plutôt garder ça sur Google Maps hein, et pas sur Waves. Donc voilà. Sur ce, on termine avec la dernière news du jour. Et c'est évidemment encore un produit Apple aujourd'hui. Et oui, Apple vient de présenter l'AirPod Max 2. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Est-ce que c'est vraiment une révolution ou est-ce qu'en fait c'est juste une micro-évolution? Et ben voilà, donc Apple, on le sait, on en a déjà parlé, a présenté plein de nouveautés en ce mois de mars, hein, dont l'iPhone 17e, le MacBook Neo, etc. Mais hier, ils ont annoncé encore un autre produit, c'est l'AirPod Max 2. Et donc du coup, ce casque est proposé à 579 euros et la grande nouveauté à retenir de ce casque, c'est l'utilisation de la puce H2. Alors, grâce à celle-ci, et là du coup on peut en parler de qu'est-ce que cette puce permet de faire, grâce à celle-ci, on va avoir une réduction active du bruit qui est jusqu'à 1,5 fois supérieure par rapport à la précédente génération. Et donc, surtout, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça permettra à l'utilisateur de profiter de sa musique ou de son film malgré des bruits puissants comparables à celui d'un moteur d'avion ou d'un train. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, D'autre part, cette puce permet aussi à Apple de proposer des nouvelles fonctionnalités intelligentes, comme l'isolation de la voix pendant les appels, l'audio adaptatif ou encore la fonctionnalité Conversation Awareness. Alors ça vous permet de mieux entendre une personne avec laquelle vous discutez en réduisant les bruits de l'environnement. L'AirPod Max 2 prend également en charge les interactions avec Siri via des nouveaux mouvements de tête. Apple indique également que son nouveau casque permet aux créateurs de podcasts et aux chanteurs de pouvoir utiliser ce casque pour faire des enregistrements audio de qualité studio. Donc ça va aussi être assez intéressant. Et pour montrer aussi qu'il monte en gamme, il continue d'améliorer la qualité du son. La firme évoque notamment un nouvel amplificateur à large plage dynamique qui permet d'avoir un son plus pur, une amélioration de la qualité de l'audio spatial avec des basses qui sont plus précises, des médiums et des aigus plus naturels. Et également pour les gamers, une latence réduite avec la connexion sans fil. Donc ça, bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Mais bon, comme vous voyez, on est vraiment sur des améliorations incrémentales. Alors, plusieurs explications pour le changement. Soit parce que, a priori, Mark Gurman avait mentionné ça, ils ont plus de puce H1, donc c'était plus simple de passer sur la H2, et donc ça nécessite un nouveau modèle. Soit aussi, en fait, ils préparent que toute leur gamme bénéficie d'une puce relativement assez récente pour pouvoir bénéficier de commandes qui permettraient d'utiliser le nouveau Siri avec de l'intelligence artificielle, etc. dans le futur. À voir. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est ce genre de mise à jour qui est disponible sur le nouveau casque. À savoir, il va être commandable à partir du 25 mars, donc la semaine prochaine, a priori c'est mercredi prochain, et sera disponible au tout début du mois d'avril, tout simplement. Garugari nous dit « Enfin, je vais pouvoir l'acheter car la puce H1 date ». Kevin Knox qui est deg par contre parce qu'il a acheté son casque il y a 9 mois. C'est peut-être le moment d'essayer de le revendre. À voir. À voir, à voir. Un peu décevant, nous dit Sirnu. Toujours aussi lourd, toujours la pochette ridicule, toujours la mèche, le mèche sur l'arceau, toujours que du 20 heures d'autonomie. Oh là là! Et Jérôme dit toujours le gros problème, pas de on-off.
Donc voilà, ceux qui n'étaient pas convaincus a priori par le premier modèle ne seront pas convaincus par le second, très clairement. Donc voilà. Non, aucun, il n'y a pas de on-off, c'est de la détection. Et donc du coup, voilà. Écoutez, il est 9h02 ce matin. Euh, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu pour l'actualité tech. Je vais rester quelques minutes avec vous pour discuter de Pocopia, comme nous dit Kelboom. Alors, qui est lancé sur Pocopia? Je vois Kelboom Grolb. Le vrai sujet du jour. Vous en êtes où? Vous en êtes où? Alors, est-ce que vous avez reconstruit votre premier Pokémon Center? Est-ce que vous avez découvert une autre zone avec un autre Pokémon Center? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai restauré 2 Pokémon Center. Donc, j'ai découvert 2 zones. Donc, il y a Terrasec et Colline... Je sais plus l'autre. Il y en a un qui est la première dans laquelle vous atterrissez et la seconde qui est plutôt dans des montagnes et vous avez des métaux que vous pouvez miner, etc., etc. Elle est vraiment cool cette zone. Je me suis vraiment bien éclatée à découvrir les Pokémon, à commencer à miner. Donc vous avez des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques de gameplay où vous allez pouvoir préparer des plats qui vont booster vos pouvoirs et qui vont, par exemple, tout ce qui est casser des murs, etc. Vraiment la base de Minecraft. Et ben, avec un plat, vous allez pouvoir casser des choses qui n'étaient pas cassables avant et donc miner des métaux qui vont vous permettre de construire d'autres choses. Vous allez... Ouais, puis même visuellement, je trouve que le paysage est assez sympa. Ah, la deuxième zone n'est pas forcément la même pour tout le monde. Ah, ah mais oui, parce qu'il y a plus... Ah, c'est intéressant. Intéressant. Kerogo, il est au secours à 2 doigts d'acheter la Switch juste pour ce jeu. Je compatis, je vais pas t'aider ce matin. Parce que honnêtement, moi j'ai acheté la Switch au moment de la sortie. Et oui, Mario Kart c'est sympa, mais en vrai Mario Kart c'est sympa quand tu joues à plusieurs. Et après j'ai téléchargé, j'ai acheté Tears of the Kingdom qui est magnifique, mais en fait à chaque fois il faut se lancer dedans. Enfin, et voilà. Alors que Pokémon Pocopia, je pense qu'il correspond plus à mon style de gaming avec du cozy gaming. C'est très facile de jouer genre un quart d'heure, une demi-heure par jour, etc. C'est beaucoup plus facile. Alors que Zelda, il faut que tu te remettes dedans. Et c'est un peu frustrant. Tu peux pas y jouer juste une demi-heure. Et donc du coup, ça correspond plus à mon gameplay. Et oui, en effet, j'ai vu des promos de Switch 2 là récemment. Donc Marion vient faire du Mario Kart avec Grolb et moi, mais avec plaisir, Samuel. Je sais juste pas comment ça se passe. Mais avec plaisir. On se retrouve sur le Discord et on essaye de voir comment on peut se faire ça. Ça me plairait trop. Ouais, Jérôme, il a du mal à se réveiller ce matin. Il lui faut plusieurs cafés. Parfait. Rendez-vous sur le Discord pour Mario Kart. On exploite les Pokémon dans le monde du travail après les avoir exploités dans les combats. Bah non, justement, Wendigo. Alors oui et non. En fait, c'est dans les deux sens. Tu vas principalement leur rendre service, donc c'est plutôt toi qui es au service des Pokémon. Après, il y a quand même, des mécaniques où tu dois ramener des ressources et après, tu assignes des Pokémon pour construire leur maison. Donc, il y a quand même un peu cette notion-là, quoi.
Ou bah, il y en a, tu vas leur demander de couper du bois parce qu'ils ont des capacités spécifiques et donc ils vont pouvoir faire fondre du métal, allumer des feux, etc. Donc ils sont quand même... Mais voilà, c'est un peu plus équilibré que tout ce qui est Palworld, etc. où là, ils faisaient vraiment des esclaves. Mais il y a quand même un peu cette dynamique, ouais. Mon problème est que j'ai déjà la Switch 1 et que je joue déjà pas tant que ça, mais Pocopia me fait de l'œil. Ouais, ouais, ouais. Je vais pas t'aider. Et oui, on ne joue pas un humain dans Pocopia, on joue un Pokémon. Et donc du coup, voilà, on travaille avec les uns et les autres, quoi. Ouais, on joue un Pokémon. On joue le pire Pokémon des Pokémon, puisqu'on joue un métamorphe, l'espèce de blob violet qui est moche et qui a aucun intérêt. Mais c'est ça, je trouve justement le génie du jeu, c'est que du coup, ils le rendent super cool parce que Métamorphe a la capacité de se transformer, du coup, de se transformer dans d'autres Pokémon ou humains et donc de pouvoir récupérer les talents des uns et des autres en fonction de ce qu'il a besoin d'utiliser à un moment donné. Ce qui rend du coup, ce qui justifie complètement le gameplay et ce qui est très 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 malin. Quel boom qui me dit le pire Pokémon Marion, arrête, il peut se reproduire avec quasi tous les autres. Bah c'est ça, voilà. Donc mais visuellement, il est bon, voilà. Mais en termes de capacité, il est assez fou. Wendigo qui dit perso, je découvre la Switch 1 depuis 6 mois, j'attaquerai la Switch 2 dans 7 ans. Rendez-vous dans 7 ans du coup. Donc ouais, je trouve que c'est le génie justement de Pocopia, c'est d'avoir tout misé sur Métamorphe. C'est très 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 malin de leur part. Et honnêtement, moi ce qui a beaucoup marché avec moi, c'est tout l'arc narratif. Honnêtement, il y a plein de trucs où tu sens, ah, t'investis un petit peu sur pourquoi t'as ce monde en décomposition, enfin pas en décomposition, mais on sent qu'il y a une catastrophe. Donc déjà, ce que tu vois, c'est que moi, dans la nouvelle zone où je suis, il y a de la lave qui a coulé un peu partout, donc il y a eu une éruption, déjà. Et donc, ce qui est assez cool parce que tu dois casser un peu la lave et découvrir les ruines dessous avec bah, voilà, des musées, enfin, je trouve ça très très sympa. Et donc, il y a un mystère autour de ça. J'ai découvert aussi un autre espace souterrain, il y a des tablettes mystérieuses. J'imagine qu'il va falloir recomposer un truc. Donc ça, moi, j'aime bien là. Donc j'ai vraiment envie... et donc, je suis à la fois hooked par le fait de... Il faut nettoyer, parce que bon, je suis un peu obsessive sur les bords. Et donc, du coup, je suis là, ah, attends, il faut que j'enlève la lave et tout. Alors, du coup, par contre, à un moment donné, j'étais arrivée à un moment où j'avais les premiers coffres et j'avais plus de place pour stocker la lave et m'en débarrasser. J'ai pas trouvé un moyen de débarrasser la lave. Et là, c'est bon, j'ai débloqué les grands, grands coffres, donc ça va mieux. Mais du coup, voilà, j'étais trop intéressée par l'aspect fouille. Donc ça m'a trop, trop plu. Et puis, il y a l'aspect, bah voilà, faire les petits environnements des Pokémon. Alors ça me saoule un peu. Et il y a des logiques que j'ai pas encore comprises. À un moment donné, la logique d'exposer des objets dans des cadres, j'arrive pas à comprendre comment tu j'ai construit des cadres, j'ai des objets, mais j'ai pas compris comment on faisait pour mettre des objets dans des cadres. Pareil, le cherche-objet, je comprends pas. De temps en temps, j'ai un Pokémon qui me vient me voir en mode Eh, viens, prends ton cherche-objet et on va chercher des trucs ensemble. Et le seul choix que j'ai, c'est Viens avec moi, que je peux répondre au Pokémon. Et je vois pas la différence quand je fais ça. Donc ça me saoule un peu. Donc ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris aussi? Non, je crois que pour l'instant, c'est tout. J'ai pas craqué le truc des tablettes avec le mur. Mais bon, je me dis, peut-être que ça va venir.
Est-ce qu'il faut poser le cadre puis l'objet comme avant avec les assiettes? J'ai pas encore essayé. Ah, j'avoue, j'ai pas essayé ça. Mais ça me paraît pas intuitif. Autant je comprends de poser un objet dans une assiette, ça fait sens. Mais tu poses pas un objet sur un cadre. Enfin, et dans le tableau de craft, il n'y a pas de choses qui permettent de faire ça. Donc c'est ça que j'ai pas compris encore. Il va falloir qu'on se crée une channel Discord Pocopia pour en discuter, les amis. Hein. Pour qu'on échange les astuces. Ça va trop loin, nous dit Oleg. Absolument pas. Quel boom, tu nous dis, il y a quelques trucs de gameplay où je me suis arraché les cheveux, comme c'était pas intuitif, genre certaines quêtes, je savais pas comment donner l'objet. Ah, moi ça va. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des trucs un peu bizarres. Pour clore des quêtes, il faut aller. Genre, le rapport est prêt. Et il faut aller revoir le Pokémon pour valider la quête. Et des fois, le Pokémon, il est pas dans son habitat. Ou genre, tu sais plus où est l'habitat de ce Pokémon. Et ça m'est arrivé de passer une demi-heure à faire tout le tour des zones pour retrouver ce Pokémon. Et des fois, j'ai failli baisser les bras tellement ça m'a saoulé. Et ouais, ça, c'est pas très malin. Genre, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est sur la carte pouvoir localiser les Pokémon finalement pour pouvoir retrouver où il est, etc. Genre, tu leur mets une puce, quoi. Tu lui donnes un AirTag et comme ça, tu le retrouves facilement, quoi. Euh, Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Astuce, utiliser du miel dans la maison d'un Pokémon pour qu'il arrive. Non. Non, vraiment? Ah, ça, je savais pas. Pour moi, j'utilise toujours le miel avec l'espèce d'abeille là, parce qu'elle donne toujours 4 meubles. À chaque fois, à chaque lot de 3 miels, elle te donne un meuble gratuit là pour décorer. Donc j'y vais avec 12 pots de miel par jour là, et elle me donne tous ces trucs gratuits. Mais je savais pas que ça faisait venir un Pokémon. C'est quoi Pocopia? Jean Lama, Pocopia, c'est le nouveau jeu Nintendo sur Switch 2 qui est tiré de l'univers des Pokémon. Et c'est un mix entre Minecraft, Animal Crossing, etc. Ah ben pareil, Onyx. Alors lui, Onyx, j'ai passé littéralement, je pense, 1 heure à le chercher. Et il était retourné dans sa grotte. Alors que je l'avais amené, que je l'avais amené dans le monde là. Et après avoir fait son habitat, j'arrivais plus à le trouver pour lui dire viens, viens, ton habitat il est là. Euh, Alors attends, ça fuse les astuces là. Trop bien. Euh, Hop, hop, hop. Ça serait fun de tester ensemble à plusieurs une île pour jouer en ligne. Ouais, 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 pourquoi pas. J'ai pas encore fait les îles rêves. J'ai pas encore testé ça. Parce qu'en vrai, quand j'ai fait la première peluche, il me proposait de récupérer des feuilles, enfin des trucs un peu pourris que j'ai déjà là où je suis. J'étais là, mais c'est quoi l'intérêt d'aller sur une île rêve, quoi. Donc j'avoue que ça m'a pas trop motivée. Mais il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Si ça marche pas, demandez à un Pokémon vol ou téléport après avoir enclenché la recherche depuis le Pokédex. Tu m'as perdu là. Quel boom. Trop, trop, trop expert pour moi. Le genre de soirée où c'est le moment où je quitte la table pour aller parler avec le barman vu que je me sens total hors sujet. Mais après, j'ai prévenu que j'allais parler de Pocopia ce matin. Ouais, mais quel boom, ok, je testerai le miel, ça c'est merci, mais j'ai pas compris ce que tu dis via le Pokédex et un truc vol ou téléport. Demander à un Pokémon vol ou téléport. J'essaie de voir. Vous êtes 3 au bar, parce qu'entre Oleg, Jérôme et Jean, je pense que ça va, non? Bon, écoutez, rendez-vous
sur le Discord pour continuer les discussions Pocopia. Si vous créez une channel, j'irai dedans et on pourra continuer ça. Ou une channel peut-être Switch 2, mais on va spammer sur Pocopia très probablement. Et du coup, j'ai tellement envie de jouer, mais non, il faut que je travaille ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Avant de se quitter, on va faire un petit raid. Hop. On va voir qui est en live ce matin. Il n'y a pas de Pocopia. Déception, déception. Ta. Vers où on va? Ah bah tiens, on va rester quand même au Japon du coup avec Mitsu qui nous fait sa matinale ce matin. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mardi prochain pour le prochain mug. Et sinon, vous retrouvez Jérôme dès jeudi à 8h. Petit rappel, et j'ai oublié de le dire, il n'y a pas de jeudi contributeur jeudi, parce qu'en fait, on a un apéro. Voilà, transparence. On a un apéro et on avait zappé, voilà, qu'on avait calé l'heure un petit peu trop proche. Et donc, ça a mangé un peu sur le jeudi contributeur. Toutes nos excuses. Mais du coup, pas de jeudi contributeur ce jeudi. Ça sera la semaine suivante. Un grand merci à tous. Très bonne journée, très bonne semaine. Ciao, ciao.